Chères étudiantes et chers étudiants, troisième partie de notre cours consacré à l'enseignement et à la culture. Une troisième partie qui va être consacrée à l'effervescence littéraire et artistique. Je vous remontre notre plan et vous voyez que cette troisième partie va comprendre deux sous-parties. Une première pour évoquer les quatre grands courants qui se partagent le 19e siècle, le classicisme, le romantisme, le réalisme et le symbolisme, dont nous verrons qu'ils s'enchaînent mais en même temps se chevauchent, avant dans un deuxième temps d'aborder la révolution en art. Alors, premier temps, donc, vous avez quatre grands courants littéraires et artistiques au XIXe siècle, qui dominent véritablement ce siècle. Le classicisme qui court tout au long du siècle, même s'il est très fort dans la première partie surtout. On l'appellera d'ailleurs le néoclassicisme, je vous en dirai un mot dans quelques minutes. Le romantisme, dont l'âge d'or varie selon les pays, mais globalement débute à partir des années 1820 pour s'achever à la fin des années 1840, avant que le relais ne soit pris par ce que l'on appelle le réalisme. Et puis enfin, à l'extrême fin du XIXe siècle, eh bien, apparaît le symbolisme. Alors commençons par le classicisme. Est classique ce qui cherche à reproduire un beau idéal, dont les normes se trouvent dans l'Antiquité grecque et romaine, mais aussi dans le grand siècle, c'est-à-dire le XVIIe siècle français, le siècle de Louis XIV. Est classique tout ce qui tend en fait à l'universel, en écartant les particularités, tout ce qui essaie de faire appel à l'intelligence et à la rationalité. Quelques noms pour vous situer le courant. Le peintre français Dominique Ingres, originaire de Montauban, le grand peintre français classique académique du 1er 19e siècle. En musique, Rossini, le grand compositeur classique italien, qui passera la dernière partie de sa vie en France. Mais ce sont néanmoins dans l'architecture et dans la sculpture que nous trouvons les domaines d'excellence en fait du classicisme, du néoclassicisme. L'architecture dite néoclassique s'épanouit particulièrement dans l'arc de triomphe des Champs-Élysées, l'arc de triomphe de l'Étoile, commencé sous le Premier Empire par Napoléon Ier et achevé, inauguré sous la monarchie de Juillet par Louis-Philippe en 1836. Alors en réaction contre ce classicisme, le romantisme, lui, va rejeter les règles et les contraintes et privilégier l'individu, l'imagination, l'originalité, le sentiment, le mouvement. Qui est romantique a souvent un goût pour le fantastique, pour l'histoire, et en particulier pour l'histoire médiévale, un Moyen-Âge idéalisé, ou bien encore pour l'histoire extrêmement contemporaine. Les domaines où la sensibilité romantique s'exprime le mieux sont la littérature, et on pensera par exemple à Victor Hugo, le Victor Hugo d'Hernani, le Victor Hugo, donc là du tout début des années 1830, le Victor Hugo de Notre-Dame de Paris. Justement, retour vers ce Moyen-Âge en quelque sorte idéalisé, mythifié. Dans la peinture, et dans la peinture on pense, je vais y revenir dans un instant, à Eugène Delacroix. Ces scènes des massacres de Chios, c'est en fait la guerre d'indépendance grecque contre les Turcs dont nous avons parlé dans un cours précédent, mais on retrouve également le romantisme qui s'épanouit dans la musique avec Hector Berlioz, avec Frédéric Chopin, avec un petit peu plus tard Richard Wagner. Alors, je vous parlais des œuvres romantiques en peinture, et en particulier d'Eugène Delacroix. Bien évidemment, à côté des scènes de massacre de Sceaux, comment ne pas citer ici le tableau que nous retenons aujourd'hui sous le nom de La liberté guidant le peuple, mais que Eugène Delacroix avait appelé le 28 juillet pour magnifier en fait
les Trois Glorieuses, 27, 28, 29 juillet, ces journées qui ont renversé la Restauration au profit de la monarchie de Juillet. Alors c'est une scène historique, une scène d'actualité, même si il y a, vous le voyez, un petit clin d'œil au Moyen-Âge, puisque Victor Hugo, Eugène Delacroix, mais vous allez voir pourquoi je vous dis Victor Hugo, Eugène Delacroix a indiqué sur cette barricade de la rue Beaubourg, en arrière-plan, vous le voyez, Notre-Dame de Paris. Alors Notre-Dame de Paris, quelques mois plus tôt, plus tard, excusez-moi, Victor Hugo donnera justement son roman qui a pour théâtre principal la cathédrale médiévale de Notre-Dame. Vous voyez qu'au centre de la scène figure la liberté guidant le peuple, avec son bonnet phrygien, avec son drapeau tricolore, et vous voyez un amoncellement de cadavres au premier plan de la barricade, des morts en partie dénudés, ce qui rend la scène un peu irréaliste, comme la liberté elle-même, vous le voyez, à la poitrine dénudée, des cadavres où s'entremêlent les combattants de l'insurrection d'un côté et ceux qui ont lutté pour l'ordre de l'autre. Vous voyez également un jeune bourgeois, sans doute Eugène Delacroix lui-même, qui s'est représenté sur la scène en haute forme et avec un fusil. Vous voyez un polytechnicien avec son bicorne, vous voyez des figures ouvrières et vous voyez un gamin de Paris, ici, 30 ans plus tard, le même Victor Hugo donnera un beau portrait de ce gamin de Paris sous les traits de Gavroche du Saute-Ruisseau. Donc vous voyez le mouvement, une scène historique du temps présent et en même temps qui rappelle le Moyen-Âge, une forme de, je dirais, d'irréalisme, d'imagination, d'originalité, la volonté de faire appel aux sentiments, tout ça relève du romantisme. Alors dès la fin des années 1840, de nombreux créateurs vont entendre décrire la réalité de la vie quotidienne et s'élever donc à la fois contre les rigueurs classiques et les excès romantiques. Cette aspiration va profiter de l'essor scientifique et positiviste qui va lui fournir des méthodes d'observation objectives. On pensera par exemple ici au peintre français Gustave Courbet, qui donnera en quelque sorte le manifeste pictural du courant réaliste, avec son célèbre, il a fait scandale, enterrement à Ornans, il était originaire d'Ornans, dans le Doubs, en Franche-Comté, tableau montré pour la première fois en 1849, et qui fait scandale parce qu'on voit en fait, mais qui est très réaliste en fait, une scène d'enterrement assez festive, où les gens dansent, et avec un chien qui gambade au milieu de cette scène d'enterrement. Donc une façon très peu académique de représenter les enterrements. Mais en fait, c'est en littérature que la production réaliste est la plus fournie, est la plus marquante. Le roman en particulier, où s'illustrent un certain nombre de grands auteurs, le français Gustave Flaubert, l'anglais Charles Dickens, ou encore les Russes Gogol, Dostoïevski, Tolstoï. Mais c'est Zola qui va pousser à l'extrême les principes du réalisme en fondant un nouveau courant, une nouvelle école qu'on appelle le naturalisme et en regroupant autour de lui quelques disciples. C'est ce que l'on a appelé l'école de Médan, tout simplement parce qu'il avait cette propriété à l'ouest de Paris, en Seine-et-Oise, qui s'appelait Médan et où il réunissait ses amis, Guy de Maupassant est le plus célèbre, mais pas le seul, de ce petit cercle de Médan. Et le tout est illustré, je dirais, par la grande fresque des Rougon-Macquart, cette histoire naturelle et sociale, vous voyez, c'est dans le sous-titre, d'une famille sous le Second Empire. Je vous ai beaucoup parlé dans ce cours de certains des romans d'Émile Zola. On pensera à L'Assommoir, on pensera à Germinal, on pensera au Bonheur des Dames, à la débâcle, à la terre, à la bête humaine. Vous voyez, 20 livres au total
ensemble dans ce cycle des Rougon-Macquart qui illustre cette tendance du réalisme un peu extrême qu'on appelle le naturalisme, en vertu de laquelle l'écrivain doit recourir, selon Zola, aux sciences expérimentales, et il s'appuie en particulier sur les recherches de Claude Bernard en médecine, en physiologie, hein, bien évidemment. Il doit décrire, l'écrivain naturaliste, l'écrivain réaliste, eh bien, les plaies sociales, sans épargner à ses lecteurs les détails les plus crus, l'idée étant bien évidemment une idée de progrès, essayer d'améliorer, de remédier à ces maux sociaux. Alors, Zola, cette école vont exercer une profonde influence à travers l'Europe. On va retrouver des courants similaires en Italie, en Espagne, en Belgique, également en Allemagne. En réaction contre les traits les plus crus de ce réalisme, eh bien, le positivisme et le scientisme qui en sont issus, en réaction contre tout cela, eh bien, le symbolisme va apparaître à la fin du XIXe siècle. On peut en dater l'apparition dans les années 1880. Il traduit ce symbolisme, une aspiration à l'idéalisme. Il privilégie souvent le rêve, le fantastique. Il dévie parfois vers l'angoisse. Et pour exprimer tous ces sentiments, il s'affranchit des règles. Alors en littérature, je ne vais pas ici vous multiplier les exemples, je vais vous en donner deux simplement, de deux grands artistes français, mais qui ont beaucoup rayonné sur l'Europe et le monde. En littérature, on pensera à ce professeur d'anglais de l'enseignement secondaire qui, à ses heures de loisirs, faisait eh bien, de la poésie, versifiait, Stéphane Mallarmé. Eh bien, Stéphane Mallarmé est l'incarnation en littérature de ce symbolisme. Et puis en musique, on pensera par exemple à Claude Debussy. Alors Claude Debussy, Stéphane Mallarmé, m'amène à évoquer, dans une dernière sous-partie, la révolution en art. La première révolution artistique du second XIXe siècle est celle de l'impressionnisme. Elle intervient en 1874 lorsque le courant, représenté principalement par Édouard Manet, par Edgar Degas, par Auguste Renoir ou par Claude Monet, va recevoir son nom à la suite d'une exposition où figure une toile réalisée 2 ans plus tôt par justement Claude Monet et qui s'appelle Impression Soleil Levant, où on voit sur une grande étendue d'eau eh bien, ce soleil en train de se lever. Impression Soleil Levant donne le nom à l'école, l'impressionnisme. L'idée est que, puisque la photographie s'est définitivement imposée dans ces années 1860-1870, eh bien, le peintre va désormais préférer rendre une atmosphère que représenter fidèlement la réalité. À quoi bon représenter la réalité? Nous avons la photographie. On va donc négliger le dessin, on va renoncer aux teintes sombres au profit de la lumière et de la juxtaposition de touches franches, claires et complémentaires que l'œil va pouvoir recomposer. Ici, les progrès de la science, de la physiologie, de la physique vont servir en fait à ces impressionnistes qui sont très au fait de ces progrès scientifiques. Les impressionnistes marquent une prédilection très marquée pour les paysages urbains, mais aussi les paysages champêtres, qu'ils peignent souvent à plusieurs moments de la journée ou de l'année pour en proposer différents éclairages. Et je reviens à Claude Monet, je vous disais des paysages urbains, alors là on pensera à Westminster, hein, le Parlement britannique, qu'il a effectivement peint à divers moments de la journée, ou à la cathédrale de Rouen, il en a fait de même. Et puis bien évidemment, on pensera pour les paysages champêtres, les natures, à Giverny et à son fameux bassin des nénuphars qu'il a représenté là aussi, des nymphéas à différents moments de la journée. Il le fait cela à partir de 1895 dans cette propriété qu'il a acquise.
Tous ces peintres vont compter des disciples à travers l'Europe et vont influencer, il faut le dire, c'est pour ça que j'ai consacré tant de temps dans cette sous-partie, divers courants picturaux postérieurs. Certains héritiers de l'impressionnisme, d'un côté, vont travailler sur la forme. Et là, on pensera à Paul Cézanne, par exemple, le Provençal, le grand ami d'Émile Zola, le condisciple au lycée d'Aix-en-Provence d'Émile Zola. Et puis que Zola évoquera dans l'œuvre, ce qui occasionnera une brouille entre les deux amis, parce que Cézanne estimera avoir été un peu trahi par son ancienne amie d'enfance. Et puis, vous avez un autre courant qui est aussi héritier de l'impressionnisme, des hommes qui eux, des hommes et des femmes qui eux vont plutôt se concentrer sur la couleur. Et on donnera comme exemple, à défaut de pouvoir en citer 10, eh bien Vincent van Gogh avec ses fameux tournesols. Et puis, dans les années 1900, l'art va connaître des révolutions beaucoup plus radicales encore, puisque l'art va remettre en cause toutes les certitudes au nom des découvertes scientifiques les plus récentes. La peinture est une nouvelle fois l'initiatrice, à la suite des Demoiselles d'Avignon du catalan Pablo Picasso en 1907, eh bien, va se fonder le cubisme qui entend proposer une image synthétique de la réalité en la présentant sous toutes ses facettes. Et les Demoiselles d'Avignon, c'est-à-dire ces prostituées que Picasso a représentées sur la toile, sont représentées justement sous toutes leurs facettes. Alors c'est là le premier stade du cubisme. Picasso et ses amis dépasseront, iront beaucoup plus loin ensuite. Dès cette époque également, Kandinsky se lance sur la voie de l'abstraction. Et puis, encore plus loin, un autre Russe qui s'appelle Malevitch va poser les bases de l'abstraction absolue avec son carré noir sur fond blanc qu'il exposera en 1915, avant, alors Stade suprême, en 1918, de donner son carré blanc sur fond blanc. Vous voyez, là, on atteint, je dirais, presque une limite dans l'art. Et puis, pour vous donner une petite touche dans un autre domaine, eh bien, depuis 1905, le compositeur autrichien Arnold Schoenberg explore, lui, la voie d'une musique atonale, donc rompant de façon révolutionnaire avec la mélodie et les canons de la musique classique telle qu'on la connaissait depuis l'époque médiévale et moderne. Voilà, alors je vous remercie, nous avons terminé ce cours numéro 10 et je vous donne rendez-vous très très bientôt pour les 2 derniers cours de notre cycle.